Et notre premier visage du trombinoscope, c'est Raquel Garrido. Mais oui, parce que la députée La France Insoumise vient d'être mise en retrait par la direction du groupe LFI à l'Assemblée parce qu'elle aurait, je cite, nuit à son bon fonctionnement collectif. Elle a été suspendue 4 mois par le bureau de son groupe et pendant cette période, elle ne pourra donc plus prendre la parole à l'Assemblée nationale au nom de La France Insoumise, notamment lors des questions au gouvernement. Elle dit qu'elle a été sanctionnée pour lèse-majesté envers Jean-Luc Mélenchon parce qu'elle l'a beaucoup critiqué ces dernières semaines et on en avait parlé au terme d'une procédure humiliante. J'ai même entendu Cavrivière, justement, ce matin, parler de lèse-Mélenchon plus que de lèse-majesté. Je trouve que c'est un terme, un néologisme parfait, le lèse-Mélenchon. Et justement, avant de faire réagir nos camarades, il y a un dessin que je trouve peut-être le meilleur dessin du jour dans Libération, signé Coco, la dessinatrice de Charlie, mais aussi de Libération. Regardez ce dessin. Raquel Garrido écartée de La France Insoumise. Et on voit, c'est Bompard qui est en train de secouer une palme pour faire de l'air, de l'aération à Mélenchon. On reconnaît Mme Bonobo, on reconnaît Mathilde Panot. J'ai dit quoi? Je ne sais pas ce que vous avez dit. En tout cas, et c'est Raquel Garrido dans le coin qui est furieuse. Hein. Et en fait, Bompard dit elle nuisait à la cohésion du groupe. Je trouve que ce dessin, franchement, il résume bien la situation à La France Insoumise. Non, Pablo? Oui, je pense qu'il le résume assez bien. Je trouve que ce qui arrive à Raquel Garrido est absolument dégueulasse, que ça montre bien quelque chose qui est pointé par beaucoup à la fois de commentateurs, de gens qui suivent La France Insoumise et par les militants, hein. Enfin, je veux dire, Clémentine Autain ou François Ruffin, ça fait longtemps qu'ils disent merde, on a besoin en fait d'un espace démocratique, d'un espace où en fait on puisse dialoguer, où puisse s'exprimer en fait des avis qui vont dans le même sens, mais qui peuvent être un peu différents. En fait, moi, ce que ça me rappelle, c'est le centralisme. C'est même pire que ça. Lénine, il avait inventé un truc, c'était le centralisme démocratique. En gros, c'est on prend dans la direction, on prend une décision et après tout le monde est censé l'appliquer. Donc c'était l'absence de liberté d'action. Mais par contre, il y avait une liberté de parole. C'est-à-dire que même avec Lénine, même avec ce centralisme démocratique, vous aviez le droit de dire que vous n'étiez pas d'accord, même si vous deviez agir en fonction de la décision. Là, en fait, ce que propose Jean-Luc Mélenchon et La France Insoumise, c'est il n'y a même pas de liberté de parole. Mais dictature, ça ne veut rien dire appliqué à un parti. Mais par contre, il n'y a pas de parti. Dans le mode de fonctionnement. C'est pas un parti, c'est un mouvement gazeux avec une clé de voûte qui prend toutes les décisions. C'est pour ça que ce dessin de Coco, il est vraiment superbe comme résumé de la situation. Ils ont un problème, je pense, à La France Insoumise, c'est que, en réalité, malgré tout, je pense que Jean-Luc Mélenchon reste d'assez loin le meilleur de leur formation. Moi, il y en a un que je trouve intéressant par sa sincérité et son... Vous allez nous dire François Ruffin. C'est Ruffin, mais je constate que c'est quand même Mélenchon qui est le plus génial, entre guillemets, de leur mouvement, et de loin. Et donc, ils sont un peu tous contraints de subir son diktat. Natacha Polony. La dérive sectaire de ce mouvement qui n'est pas un parti, qui n'a donc pas de congrès, pas d'élections transparentes, etc. Tout le monde la constate. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que Raquel Garrido, par exemple, fait partie de ceux qui, jusqu'à présent, soutenaient corps et âme Jean-Luc Mélenchon. Quand quelqu'un comme Charlotte Girard, qui est la rédactrice du programme L'Avenir en commun de 2017, s'est fait éjecter de la même manière, Raquel Garrido n'y a Elle n'a pas bougé à l'épreuve. trouvé à redire. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, elle y voyait son intérêt. En revanche, ce qui est intéressant, c'est ce que ça révèle des luttes idéologiques. Et là, on entre dans autre chose que les querelles pour les postes et les égos. L'opposition, par exemple, entre la ligne Ruffin et la ligne Mélenchon, elle est passionnante. Or, c'est devenu un problème pour les Insoumis puisque tout est fait pour écarter Ruffin et pour éviter qu'il ne s'exprime. Il y a même eu un colloque au mois d'octobre organisé par l'Institut La Boétie, qui est l'Institut de pensée de La France Insoumise, pour expliquer, avec preuves scientifiques à l'appui, que la ligne Ruffin qui consiste à se poser la question comment on va aller chercher les électeurs du RN, comment on va parler aux perdants de la mondialisation, ça n'est surtout pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est aller récupérer l'électorat des banlieues issus de l'immigration, parce que c'est là qu'il y a le vivier de voix. Et ça, je trouve ça plus intéressant que les débats sur les personnes. Natacha, on vous entend. Essayez de faire plus court, en revanche, sur les prochains visages, parce qu'autrement, on est encore là à 23h à la fin du trombinoscope. Et le visage suivant, c'est celui du garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti.
Le garde des Sceaux qui comparaît depuis lundi et jusqu'au 16 novembre devant la Cour de justice de la République pour des soupçons de prise illégale d'intérêt. Je rappelle juste ce qu'on lui reproche. On lui reproche d'avoir usé de ses fonctions de ministre pour régler ses comptes avec plusieurs magistrats avec lesquels il a eu des différends quand il était avocat. Et ça me permet de montrer la une et le titre du Canard enchaîné aujourd'hui. On n'avait pas encore cité le Canard, franchement. C'est un très bon titre. Ton ministre, tu l'aimes ou tu la quittes. Voilà, on ne pouvait pas trouver mieux pour résumer la situation. Il y a aussi dans le Canard ce dessin signé Lara, le ministre de la Justice au tribunal, à Lombon, encore un stage en immersion. On donne la parole à Maître Consigny. Mais écoutez, moi je tiens à prendre la parole là-dessus parce que je suis très choqué par le procès qui est fait par ces magistrats et ces syndicats de magistrats à Éric Dupond-Moretti. De toute évidence, dès le début, ils n'ont pas supporté le choix démocratique du président de la République et du Premier ministre de nommer Éric Dupond-Moretti ministre de la Justice. Ils voudraient choisir leur propre ministre, ce qui ne leur revient pas. Ça revient par le jeu des élections et du pouvoir démocratique, ça revient au pouvoir politique. Et je suis stupéfait en suivant un peu les audiences qui se déroulent en ce moment devant la Cour de justice de la République, d'entendre des juges, des procureurs s'émouvoir de faire l'objet d'enquêtes disciplinaires, s'émouvoir de voir leur nom dans la presse, expliquer qu'ils n'arrivaient plus à travailler sereinement parce qu'ils pensaient tout le temps à leur enquête. Et je me dis, mais en même temps, vous faites ça, vous, toute la journée sur les autres, sur les gens sur lesquels vous enquêtez. Et quand les avocats ou ces gens-là viennent dire « Attendez, là, ça va trop loin. Attendez, cette mesure, elle est trop dure. Cette perquisition à 6 h du matin n'était pas nécessaire, etc. » Ça n'existe pas à vos yeux, ça ne compte pas. Donc moi, je trouve leur procès vraiment ridicule et j'espère très sincèrement qu'il sera acquitté par cette cour. Natacha. Je vais essayer de faire très court sur un sujet qui est complexe. Il faut rappeler que le différend, c'est-à-dire la façon dont, enfin, les raisons pour lesquelles Éric Dupond-Moretti avait attaqué ces magistrats étaient liées à l'affaire Sarkozy et en particulier l'affaire Paul Bismuth, mais une part un peu gênante puisque les juges du parquet national financier avaient décidé que pour trouver une preuve, on pouvait écouter tout le monde sans aucune discrimination, dont des avocats, sans savoir ce qu'on allait trouver. Ce qui pose un problème de droit. Ils n'ont pas écouté exactement, ils ont fait les factures de téléphone pour regarder qui a payé. Juste, deuxième point. Ils n'ont pas placé sur Deuxième point. Quand Éric Dupond-Moretti arrive, il y a un rapport sur le fonctionnement du PNF qui est très dur. Éric Dupond-Moretti aurait dû, sachant qu'il avait eu un différend, se déporter. Il ne l'a pas fait, c'est une faute. Est-ce que réellement ça vaut qu'il soit à ce point-là attaqué pour conflit d'intérêts et pour prise illégale d'intérêts, ce qui est quand même très grave, pour une question qui relève de tout simplement le fonctionnement, le bon fonctionnement du parquet national financier et d'un rapport qui montrait qu'il y avait visiblement des problèmes. Je m'interroge. Est-ce qu'il risque vraiment sa place, là, Éric Dupond-Moretti ? En coulisses, juste avant le début du procès, l'exécutif était plutôt confiant. On sait qu'Emmanuel Macron adore Éric Dupond-Moretti, c'est son chouchou, et que même, je disais, même s'il est condamné, on va trouver une solution pour le garder. Mais sauf que là, depuis hier, ça se passe plutôt mal pour lui lors du procès, qui a huis clos, mais qui est raconté par les reporters de BFM TV. Et depuis hier, on a quelques sueurs froides, parce qu'on se dit que oui, c'est possible qu'il soit condamné. Il y a eu 11 ministres devant la Cour de justice de la République, 5 ont été condamnés. Et depuis hier, ils sont un peu plus paniqués, oui. Anne Hidalgo est notre visage suivant. Oui, Anne Hidalgo, toujours dans la tempête, après ce voyage semi-officiel, parce qu'il y avait une partie officielle puis personnelle. Pourquoi vous rigolez ? Non, mais parce que je sais que Charles est déjà en train de fourbir ses armes. Exactement. Ce voyage donc semi-officiel à Tahiti. Charles. Je vais dire ça. Moi, je pense qu'Anne Hidalgo est la pire mère de toute l'histoire. L'inverse nous aurait étonné. Je pense qu'elle devrait être traduite en justice pour ce qu'elle a fait. Alors, je vais vous faire plaisir, parce que regardez la presse satirique du jour. Le Canard enchaîné, où Charlie Hebdo ne s'était pas encore emparé de cette affaire. Regardez ce dessin, par exemple. Je crois que c'est dans Charlie, celui-là. Anne Hidalgo en Polynésie, loin de l'antisémitisme. C'est un joli dessin. Celui de Kiro aussi, la maire de Paris inspectant le site de l'épreuve de surf des Jeux Olympiques 2024. Et un troisième, Madame Hidalgo qui a tardé en Polynésie. Comme tous les Parisiens, elle attendait là-bas le RER pour rentrer. Bon, il y a de quoi dire et rire. Le deuxième dessin que vous avez montré, je trouve, est
empreint de ce dont est victime très souvent Anne Hidalgo et empreint de sexisme. C'est-à-dire que là, en fait, Anne Hidalgo, c'est ça qu'elle paye. Non, mais si vous voulez, vous pouvez trouver ça drôle. D'ailleurs, dans une certaine mesure, c'est drôle, mais c'est aussi profondément sexiste. Et c'est ça qu'elle paye aussi. C'est d'être une femme, mère à la tête de la plus grande ville de France. Bien sûr, mais systématiquement, mais bien sûr. Mais bien sûr. Guillaume n'est pas d'accord. Stéphane. Non, mais attendez, c'est pour cette raison-là c'est pour ça qu'on lui tombe que tous les ans, des dizaines, aussi violentes. Bien sûr, il y a des dizaines de milliers de personnes qui quittent Paris tous les ans parce qu'Hidalgo est une femme. C'est sûr, c'est ça qui les conduit à plier armes et bagages. On va terminer avec un dernier visage, quelqu'un à qui on souhaite un bon anniversaire, parce qu'il a 88 ans aujourd'hui. Alain Delon. C'est Alain Delon. Ben voilà, c'est tout ce J'ai que tout j'avais à dit. dire. Je n'ai rien de plus à dire. Bon anniversaire à lui. C'est un acteur mythique, culte encore. C'est une de nos dernières stars, Stéphane Guillon. Il y a lui et Brigitte Bardot dans les stars de cette époque qui sont encore en vie. Belmondo, Bébel nous a quittés. Ben non, mais c'est vrai, il y avait Belmondo, Delon, Bardot. Ben voilà, Bardot est toujours là. Elle a d'ailleurs fait un tweet fort juste à propos d'Israël et de la Palestine cette semaine. Alain Delon, lui, a 88 ans. On sait qu'il a eu des ennuis et de santé récemment et aussi, on va dire, plus personnel et plus intime. Ça a fait la une de tous les journaux. On voulait lui souhaiter un bon anniversaire. Il y a quand même des films de Delon que mais vous absolument, connaissez, j'ai rien contre Monsieur Delon. Bon anniversaire, Monsieur Delon. Bon, j'ai eu peur qu'il y Non, ait mais quelque pourquoi chose contre Alain Delon. Absolument pas. Un mot, Charles Brigitte Consigny. Bardot, Oui. Il ne faut pas vous pousser. non. Charles. Écoutez, j'ai pas grand-chose à dire non plus sur Alain Delon. Je trouve que c'est un acteur merveilleux, tout comme Brigitte Bardot.